6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait. 8h16, la question du jour. Bonjour Marguerite Caton. Bonjour Quentin et bonjour à tous. Et vous nous parlez ce matin d'une exposition. Oui, une exposition qui vient d'ouvrir à Toulouse et qui s'intitule Qatar, Toulouse dans la croisade. Une exposition d'intérêt national, comme dit la DRAC, et c'est bien vrai, car ils sont présentés à destination du grand public les dernières avancées historiographiques concernant l'étude des Qatars, entre guillemets, car l'existence même d'une hérésie occitane est de plus en plus remise en question. Les Qatars ont-ils existé? Le débat fait rage. Bonjour Julien Théry. Bonjour. Vous êtes archiviste paléographe, professeur à l'université Lyon 2, spécialiste de l'histoire des hérésies au Moyen-Âge. Commençons par le mot Qatar. A-t-il ou non été employé entre le XIe et le XIIIe siècle pour désigner des dissidents religieux du Midi languedocien? Il a été employé avec beaucoup d'autres, entre beaucoup d'autres, et il n'avait pas du tout l'importance qu'il a aujourd'hui. Venons-en à la chose. Ce qui fait à peu près consensus à l'heure actuelle, c'est que Rome et des communautés religieuses locales se sont affrontées durant tout le XIIe siècle, jusqu'à culminer au XIIIe siècle dans la croisade des Albigeois, les bûchers, le plus connu, Montségur, 1244. Ça, c'est le cadre général, tout le monde l'admet? Alors, elles se sont affrontées. On ne peut pas présenter les choses quand même de manière symétrique. C'est-à-dire qu'il y a eu une campagne de la part de Rome pour mettre au pas des communautés locales qui désobéissaient et qui persistaient dans leur style de vie, ce qui leur a valu des accusations d'hérésie et puis ensuite même l'éradication, notamment la croisade contre les Albigeois. Et là où les débats commencent, c'est vraiment sur la réalité de ces communautés en tant que communautés religieuses, dissidentes, voire hérétiques. Avant le début des hostilités, est-ce qu'on leur connaît des spécificités du point de vue des pratiques religieuses ? Pas plus que ça, c'est simplement des formes de vie, des styles de vie religieux locaux, l'existence d'autorités religieuses, des gens qu'on appelle les bons hommes et les bonnes femmes, et c'est l'une des rares choses que l'on sait avec certitude sur ces manières de vivre le rapport à Dieu dans ces communautés-là. C'est une normalisation qui est imposée de l'extérieur par une institution romaine en cours d'édification, qui est rejetée, qui rencontre des résistances. Elle va rencontrer des résistances partout dans la chrétienté, mais ces résistances vont être beaucoup plus fortes dans certaines régions qui, comme par hasard, d'ailleurs, sont toujours un peu des angles morts des pouvoirs en général. En tout cas, des régions soit où il n'y a pas d'autorité centrale très forte, soit il y a une forte concurrence des pouvoirs, je pense à l'Italie du Nord, et où il y a notamment les cités, c'est-à-dire les villes qui s'autogouvernent, qui finalement forment un pouvoir qui s'oppose beaucoup plus, qui est beaucoup plus en mesure de s'opposer d'une part à l'aristocratie, d'autre part à l'Église. Oui, mais qu'est-ce qu'on sait précisément de ces fameux bons hommes et puis aussi des bonnes femmes ? Quel est leur rôle ? C'est des notables locaux ? Alors, ce que l'on en sait, d'abord, c'est pas grand chose, tout simplement parce que ce sont des perdants de l'histoire. Et comme tous les perdants, ils ont laissé très peu de documentation qui a été recouverte par le discours de ceux qui les ont opprimés et éradiqués. Et c'est ceux-là, ceux qui ont vaincu, qui ont laissé, disons, le discours dominant. Il y a quelques petites choses qu'on peut reconstituer, mais avant l'Inquisition, on a très peu de documentation. Notamment à Lombers, une petite ville près d'Albi, il y a une rencontre en 1165 dont on a une sorte de procès verbal qui est pas trop distordu, semble-t-il. Et dans ce document, on voit par exemple que ceux qui se sont confrontés donc au clergé, romain, fidèle à la ligne romaine, venus pour les confondre en quelque sorte, pour démontrer que ce sont des hérétiques. On sait, parce qu'on a donc ce procès verbal, qu'ils se disent eux-mêmes bons hommes, ceux que les populations appellent les bons hommes ou les bonnes femmes. Et ça, c'est un indice déjà très important parce que bon homme ou bonne femme, c'est une appellation qui n'est pas spécifiquement religieuse. C'est le nom que l'on donne en général à tous ceux dont le groupe lui-même, de manière spontanée, en quelque sorte immanente, reconnaît une forme d'autorité. C'est-à-dire que c'est une autorité, une capacité à faire le lien entre Dieu et vous, par exemple à vous donner un sacrement qui sera efficace pour vous sauver, qui n'est pas dépendante d'une institution extérieure. À propos des sacrements, est-ce qu'on sait comment ils s'administraient dans ces communautés ? Qui les administrait ? Et est-ce qu'on a vraiment là aussi des traces attestées du fameux consolament, cette espèce de baptême spirituel unique ? On en a des témoignages, mais toujours très tardifs, c'est-à-dire pour la plupart d'entre eux postérieurs à la croisade albigeoise, c'est-à-dire à un moment donné où il y a une radicalisation, une réduction drastique et une radicalisation de ceux qui restent dans la dissidence, qui ne peuvent plus ignorer après ça, qui sont hérétiques, qui sont considérés comme hérétiques.
c'est une imposition des mains. Ce consolamment, qui n'a rien en réalité d'extra-chrétien, je veux dire, qui n'a rien de non-chrétien. La tradition de l'imposition des mains comme sacrement, comme bénédiction, elle est vieille comme le christianisme. Simplement, ceux qui donnent cette imposition des mains n'ont pas été ordonnés, n'ont pas été officiellement reconnus par l'Église romaine. Mais là encore, je veux insister sur le fait que, avant le XIIe siècle et ce que l'on a appelé la révolution sacramentelle, c'est-à-dire la normalisation du régime des sacrements, il n'était pas absolument clair que seule une petite catégorie de la population pouvait procéder à ces gestes médiateurs. Oui, ce mouvement de la révolution sacramentale, en fait, il participe du mouvement plus large de la réforme grégorienne dans l'Église, dans laquelle l'Église est engagée durant le XIIe siècle notamment. Le monopole du clergé sur les sacrements, c'est vraiment le point de crispation, et c'est pour ça que l'Église catholique va traiter d'hérétiques ces fameux bons hommes. C'est l'enjeu. C'est l'enjeu. L'enjeu, c'est la mise en place d'un système qui va durer jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, qui va organiser les sociétés d'Occident et qui se caractérise par l'existence d'une juridiction d'Église et par le cléricalisme. C'est-à-dire que l'organisation du culte, du rapport à Dieu, est déterminée socialement par l'existence de deux catégories. Et l'une a le pouvoir sur l'autre. Les clercs sur les laïcs. J'attire votre attention d'ailleurs sur le fait que le grand combat du pape François, c'est de remettre en cause ce qu'il appelle le cléricalisme, le pouvoir des clercs. C'est-à-dire le fait que la capacité exclusive à donner les sacrements, à faire la médiation, entraîne des pouvoirs. Ça, quand ça apparaît au XIIe siècle, quand c'est imposé par l'Église, ça n'est pas accepté par beaucoup de monde. Et dans les endroits où l'Église n'a pas les moyens de pouvoir d'imposer ça par la force, il y a des formes de résistance. Donc si on résume un peu grossièrement, il n'y a ni clergé, ni doctrine, ni pratique hétérodoxe, encore moins hérétique. Il y a les perdants de la réforme grégorienne qu'on accuse d'hérétiques et qui se radicalisent un peu sous le coup des persécutions. Tout dépend du point de vue duquel vous vous placez. C'est ça le problème et c'est ça la difficulté. À partir du moment où on parle d'hérétiques, on prend un point de vue. On prend le point de vue de ceux qui définissent l'hérésie. Et ceux qui définissent l'hérésie, c'est une institution qui désormais revendique un monopole. Donc on est toujours obligé de penser dans ces termes, sinon on se retrouve entraîné, sans s'en rendre compte, à n'exprimer qu'un point de vue. Et c'est un problème auquel les historiens sont confrontés dans tous les domaines. C'est pour ça que l'histoire de l'hérésie est particulièrement intéressante. Merci beaucoup Julien Terry. Donc en attendant de lire votre futur Que sais-je sur les hérétiques cathares, les auditeurs peuvent se rendre à Toulouse, visiter l'exposition au musée Saint-Raymond et au couvent des Jacobins. C'est jusqu'au 5 janvier 2025. Merci. Merci à vous. 6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait.